Merci, Madame la Présidente, honorable jury, chers collègues, chers amis et familles. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui mes travaux de thèse qui portent sur la modélisation des étiages et des tarissements dans le bassin de la Moselle, d'une approche globale à une approche spatialisée. Juste un souci de présentation. J'aimerais tout d'abord commencer par vous présenter le contexte scientifique, donc la thématique des étiages. Par la suite, le contexte géographique et donc le bassin de la Moselle. Et ensuite, la problématique scientifique et l'objectif de la thèse. L'intensification des événements des étiages et des sécheresses exerce une pression sur la disponibilité de la ressource en eau. Les étiages sont les niveaux les plus bas atteints annuellement par un cours d'eau. L'intensification de ces événements peut être à l'origine des problèmes liés à l'alimentation en eau potable, à la baisse des centrales, de la production des centrales hydroélectriques, à des problèmes dans la navigation, entre autres. Le territoire d'étude est une ancienne région industrielle pour laquelle la problématique d'étiage ne se posait pas, mais à partir de l'événement de sécheresse de 1967, cette thématique devient préoccupante. À l'échelle locale du laboratoire Lothaire, l'équipe a commencé à travailler sur l'estimation des débits caractéristiques d'étiage à partir des campagnes de jaugeage. Cette estimation est une estimation statique spatialisée. Suite à la sécheresse de 2003, le besoin d'anticiper et de prévoir les débits d'étiage et les sécheresses devient préoccupant. Un plan cadre sécheresse a été mis en œuvre en 2005 pour établir les seuils d'alerte et les seuils de crise. À l'échelle locale, donc pour le laboratoire Lothaire, il y avait le développement du modèle présage dans le cadre de la thèse de Madame Dulu pour en fait anticiper et prévoir les débits d'étiage et des sécheresses par le biais d'une modélisation à l'échelle journalière. En 2011, le modèle présage rejoint un projet de recherche qui est Prémisse. C'est une collaboration scientifique entre 5 unités de recherche qui travaillent sur la thématique des étiages à l'échelle française, donc à citer EDF, BRGM, Météo France et l'INRAE. Et le projet Prémisse a abouti à la plateforme nationale pour la prévision des étiages et des sécheresses qui porte aussi le même nom, Prémisse. Dans la plateforme, actuellement, on a presque 1000 bassins versants avec à l'échelle de toute la France, avec des contextes climatiques et hydrologiques variés. Et donc, le modèle présage doit être appliqué partout pour tous ces différents contextes. Pendant cette période et depuis en fait 2015, la région, le bassin hydrographique Meuse connaît des événements de sécheresse récurrents qui exercent de plus en plus une pression accrue sur la disponibilité de la ressource en eau. Suite au projet Prémisse, et donc dans la continuité de Prémisse, le projet CIPRE, qui représente le laboratoire de recherche pour Prémisse, vise à développer une chaîne de prévision hydrométéorologique pour les étiages et les sécheresses. Pour les modèles hydrologiques, le but est de développer des modèles à des échelles spatiales plus fines. Ma thèse est cofinancer par le projet CIPRE, qui est soutenu par l'Agence nationale de recherche, et par le projet Myriade, qui est financé par l'Agence de l'eau Rameuse. Et ce projet Myriade vise à développer des modèles de régionalisation hydrologique qui sont appliqués au débit d'étiage partout dans le bassin hydrographique Rameuse. Les projections hydroclimatiques prévoient des étiages plus sévères. À titre d'exemple, le projet Explore 2
ces étiages avec une tendance généralisée et forte partout à l'échelle nationale à la baisse des débits d'étiage, ce qui confirme toute la nécessité de développer des modèles adaptés à la prévision des étiages et des sécheresses. Mes travaux de thèse portent sur le bassin versant de la Moselle à Uconge. C'est la station située le plus en aval sur la Moselle française. Ce bassin versant est d'une superficie de 10 000 km² et il représente à peu près le tiers du bassin hydrographique de la Moselle, qui fait partie du bassin hydrographique international du Rhin. La zone d'étude est composée en deux sous-ensembles, en deux grands sous-ensembles. Donc, on a tout d'abord le massif vosgien et le plateau lorrain. Sur le massif vosgien, on a des altitudes qui sont de l'ordre de 700 mètres, alors qu'on a, pour le plateau lorrain, des altitudes plus faibles. Ce contraste est également visible sur les précipitations orographiques. Donc, à l'amont, pour le massif vosgien, on a des précipitations annuelles qui peuvent dépasser les 2000 mm et puis dans le plateau lorrain, plus en aval, on a des précipitations annuelles de 800 à 900 mm, voire parfois inférieures à 700 mm dans certaines zones. Pour ce qui est du contexte hydrogéologique, le bassin versant de la Moselle se situe à l'est du bassin parisien et à l'ouest du massif vosgien se succède le relief du Cuesta. D'un point de vue géologique, les Vosges se subdivisent en deux grands sous-ensembles. Donc, on a les Vosges gréseuses et les Vosges cristallines. Puis, le plateau lorrain, où alternent successivement des couches calcaires et des couches argilo-marneuses. Le principal aquifère dans la zone d'étude est la nappe de grès et, dans une moindre mesure, les calcaires du Docker. Pour ce qui est du régime d'écoulement dans la zone d'étude, en fait, on a un régime pluvio-évaporal. Donc, ce sont les précipitations à l'origine des écoulements pendant la période des hautes eaux et la baisse des écoulements pendant la période de basse eau est liée à l'augmentation de l'évapotranspiration qui est forcément liée à l'augmentation de la température. Dans la zone d'étude, on constate une diversité des pondérations des cours d'eau qui est exprimée par des rendements d'étiage qui sont contrastés. Et cette diversité est liée à la physiographie et surtout au contexte hydrogéologique. Comme le montrent les deux exemples des bassins versants, donc la Mortagne, la Gerbévillers, qui est présentée en violet, qui draine un cours d'eau pondéré et qui se situe et qui est considéré comme un bassin plutôt perméable, donc c'est un bassin gréseux. Et pour l'Orne-à-Bancourt, donc on est sur un bassin argileux et on constate qu'il draine en fait un cours d'eau qui est très excessif. Pour ce qui est des influences anthropiques, les prélèvements les plus importants dans la zone d'étude concernent la centrale nucléaire de Cattenom, les canaux pour la navigation, l'alimentation en eau potable pour les agglomérations de Nancy et de Metz et de l'industrie. Et la principale influence dans le bassin versant est celle du barrage réservoir Vipré qui se trouve sur la plaine. Et en fait, ce barrage il était mis en place pour le soutien des débits d'étiage. Pour ce qui est de la problématique scientifique et l'objectif de la thèse, la problématique scientifique est en fait liée au choix de la période de référence pour la modélisation, qui est la période 2001-2020. La figure montre l'évolution des débits d'étiage pour la Moselle à Saint-Nabord de 1971 à 2022. Et en fait, on constate une baisse des QMNA, donc les débits mensuels minimum annuels sur la période récente, et surtout une baisse qui va être accentuée à partir de 2014. Alors que le modèle de présage au départ était développé sur la période 1971-2003. Et donc, en appliquant en fait le modèle
présage sur la période récente, comme le montre la figure des débits simulés et observés pour la Moselle-Saône-Labor en 2018, on a constaté qu'on a des mauvaises simulations des débits et surtout qu'on a des tarissements marqués pendant les périodes d'étiage. Et donc, la question centrale qui en découlait, c'est comment améliorer la simulation des débits d'étiage par le modèle présage. L'objectif initial de la thèse était de développer une version semi-distribuée du modèle hydrologique présage. Présage est un modèle pluie-débit qui transforme les données d'entrée climatique, donc les précipitations et l'évapotranspiration potentielle pour le modèle, en données de débit à partir des équations mathématiques. Et donc, qu'est-ce qu'un modèle global? Un modèle global, c'est un modèle qui considère le bassin versant comme une entité homogène dont les données d'entrée sont moyennées à l'échelle du bassin versant. Alors que le modèle semi-distribué, lui, par contre, découpe le bassin versant en sous-bassins versants et l'apport ou le débit à l'exutoire est estimé par les apports des sous-bassins versants en amont. Et donc, le passage de l'approche globale vers l'approche spatialisée est envisagé pour mieux représenter les processus hydrologiques à des échelles plus fines, tout en assurant la cohérence amont-aval. Ainsi, pour répondre à la problématique scientifique, il faut tout d'abord améliorer la simulation du modèle global en reprenant la chaîne de la modélisation. Donc, je travaillais tout d'abord sur les données d'entrée pour le modèle, par la suite sur la procédure de calage du modèle et à la fin une révision structurelle du modèle de présage en modifiant la loi de vidange du réservoir d'eau gravitaire. Une fois les améliorations intégrées au modèle global, nous passons à la deuxième partie qui est consacrée au modèle semi-distribué pour lequel nous avons testé deux variantes. Tout d'abord, une discrétisation en sous-bassin jaugé et ensuite une discrétisation en maille géographique régulière. Et donc, on commence par la première partie sur le modèle global. Donc, la première piste concernait le choix des données d'entrée pour le modèle de présage. Comme je viens d'indiquer, les données d'entrée climatique dans présage sont les précipitations et l'évapotranspiration potentielle. Pour les précipitations, nous disposons de la base de données de Safran qui provient de Météo France. C'est une base de données qui est utilisée à l'échelle nationale pour la modélisation hydrologique. Mais en fait, comme le montre la littérature, on a des biais en utilisant cette base de données. Et donc, les cartes, en fait, montrent que Safran, qu'avec les précipitations Safran, on a une sous-estimation en amont de la Moselle et une surestimation sur la Meurthe. Et donc, j'ai respécialisé les précipitations à partir des données observées au poste pour pallier en fait à ce problème. Pour ce qui est de l'évapotranspiration potentielle, nous disposons de deux formules. Donc, il y a la formule de Penman-Montit qui provient de la base de données Safran et la formule d'Houdin qui est une formule thermique simple utilisée en modélisation hydrologique. La comparaison des boîtes à moustaches pour les deux évapotranspirations potentielles. En fait, les boîtes à moustaches représentent pour chaque année les valeurs d'évapotranspiration potentielle pour les 40 bassins versants de la zone d'étude. En comparant les deux boîtes à moustaches avec les deux formules, on constate des différences importantes. On a une tendance à la hausse pour les deux, mais qui est plus marquée avec le TP de Safran par rapport à celle de Houdin. Et donc, le choix, à la fin, j'ai choisi pour la modélisation de garder les précipitations spatialisées et le TP Safran pour avoir plus de réalisme physique. La deuxième piste concerne la procédure du calage du modèle. Le calage, c'est une procédure qui consiste à optimiser les paramètres du modèle de présage, qui est un modèle conceptuel à réservoir
à 7 paramètres et dont les paramètres ne peuvent pas être prédéterminés à partir des observations. Et donc, nous avons besoin d'une procédure de calage pour déterminer les paramètres du modèle en cherchant à réduire l'écart entre les débits observés et les débits simulés en utilisant des fonctions objectives. La fonction objectif est appliquée au débit. Le graphique de distribution des débits journaliers montre qu'on a une distribution log normale pour les débits. Et donc, pour cibler les débits d'étiage et donner plus de poids aux débits faibles, on utilise ce qu'on appelle des transformations de débit. Et donc, les graphiques de distribution des deux transformations, la puissance 0,2 et la puissance moins 0,5, montrent en fait qu'en utilisant ces deux transformations, on arrive à bien cibler les débits d'étiage puisqu'ils étirent la distribution des débits. En appliquant les deux transformations pour la fonction objectif, pour le bassin versant de la Moselle à Saint-Nabord en 2018, on constate en fait qu'en fonction de la transformation choisie, on a des hydrogrammes différents et qu'on a en fait toujours ce problème d'étarissement marqué, mais qui est réduit avec la puissance moins 0,5. Et donc, on gardera par la suite, pour le calage du modèle, la transformation moins 0,5 pour les débits journaliers. Mais il y a toute la nécessité de revoir la structure du modèle en modifiant la loi de vidange du réservoir d'eau gravitaire. Et donc, pour expliquer la démarche qui est adaptée dans Présage V1, dans la version initiale du modèle de présage, la loi de vidange qui est utilisée pour représenter le tarissement est une loi de vidange linéaire. Le tarissement, en fait, une phase de tarissement, c'est une phase des débits décroissants en absence de précipitation et c'est le processus à l'origine des écoulements pendant les périodes d'étiage. Et donc, comment on arrive à représenter ce processus dans le modèle de présage? En fait, tout d'abord, on va extraire des phases de tarissement pour les débits observés en fonction de différents critères: les seuils de précipitation, la durée minimale de phase, les débits décroissants. Et ensuite, on va estimer le coefficient de vidange des nappes pour chaque phase. Et à la fin, on va choisir une seule valeur unique pour le modèle de présage. Et donc, si on applique la procédure pour une phase de tarissement d'avril 2020, qui est une phase qui dure à peu près 30 jours, on constate en fait qu'avec la démarche adoptée, on a une première phase au début du tarissement avec un coefficient fort et une deuxième phase en fin du tarissement avec un coefficient faible, ce qui montre une grande variabilité des coefficients de vidange des nappes et donc complique la sélection d'une seule valeur représentative de ce coefficient pour le modèle de présage. Et donc, ce que je propose, en fait, c'est de modifier cette loi et de passer à une loi de vidange non linéaire qui a deux paramètres, donc A et B. Et comme le montre la figure avec les différentes valeurs de B, la loi de vidange linéaire, donc B égale à 1 en bleu, devient juste un cas particulier. Pour estimer les valeurs des paramètres A et B, en fait, on va établir une régression qui est linéaire entre le débit moyen journalier et la variation du débit sur 2 jours consécutifs. Donc, c'est la première fugue. Mais on se constate en fait qu'on a des nuages de points qui ne s'organisent pas autour de la pente de la régression. Et donc, afin d'améliorer cette régression, les données sont regroupées en classes de débit et chaque classe contient au moins 30 valeurs. Et à partir de la méthode, là, on obtient des valeurs uniques de A et B qu'on puisse par la suite utiliser dans le modèle, ou bien directement pour le réservoir de gravitaire, ou bien pour contraindre le calage des valeurs A et B dans le modèle de présage.
Et donc, si on revient toujours à cette phase d'avril 2020 pour la Mosella épinal et qu'on applique la loi de vidange non linéaire, ben on constate en fait qu'on arrive à bien représenter la phase de tarissement en utilisant cette loi de vidange pour ce cas. En l'appliquant aussi pour les deux bassins versants que je vous ai présentés au départ, donc le bassin de la Mortagne à Gerbévillers, qui est un bassin gréseux, et celui de l'Orne à Bancourt, qui est un bassin argileux, on constate en fait que la loi de vidange non linéaire s'adapte pour les différents cas des types de bassins versants, donc c'est une loi malléable, et qu'en fait, pour la Mortagne à Gerbévillers, donc c'est un bassin gréseux, on observe que vers la fin de la phase, on a une alimentation gravitaire qui est soutenue. La comparaison des performances donc de présage EV1, c'est la version initiale avec la loi de vidange linéaire. Présage EV2, c'est la nouvelle version du modèle avec la loi de vidange non linéaire. Pour la Moselle à Saint-Nabord, toujours pour 2018, on constate qu'en fait, que le changement, que la modification de la loi de vidange en passant à la loi de vidange non linéaire, donc ce qui est représenté en bleu, on arrive à avoir des bonnes simulations des débits par rapport à la loi de vidange linéaire. Il faut noter que l'étiage 2018 dans la zone d'étude est un étiage sévère et lent, et donc ce qui est en fait difficile à modéliser. Et de plus, qu'on est sur aussi une échelle logarithmique, et donc dans la différence des débits, elle est minime en réalité. La comparaison est aussi réalisée pour les 40 bassins versants de la zone d'étude, comme le montre la carte, en fonction des erreurs moyennes absolues. Et on constate que pour la majorité des bassins versants, donc on a 87% des bassins versants, on apporte une amélioration en utilisant la loi de vidange non linéaire. Donc, ce sont les triangles verts, à l'exception de quelques bassins versants qui sont représentés en rouge, où la loi de vidange non linéaire est moins bonne. Ce sont les bassins versants de l'Orne et de l'Esch à Juisinville. Et donc, ces résultats montrent tout l'intérêt de modifier la loi de vidange et de passer à une loi de vidange non linéaire pour le modèle présage. Une fois les améliorations sont intégrées dans le modèle présage, là, on passe à la deuxième partie qui est consacrée au modèle semi-distribué. Donc, on a toujours deux variantes, une discrétisation en sous-bassin jaugé et une discrétisation en maille géographique régulière. La discrétisation ou le découpage en sous-bassin jaugé, c'est juste qu'on va prendre le bassin versant intégrateur et on va le découper à l'échelle des bassins versants qui sont déterminés à partir des stations hydrométriques. Donc là où le débit est connu. Et pour la discrétisation en maille géographique régulière, cette fois-ci, on va choisir une taille de maille qui est régulière. Donc nous, on a fait le choix de prendre 100 km² comme taille de maille qui est régulière. Et on va découper le bassin versant en sous-bassin versant de taille de 100 km². Mais cette fois-ci, on va y avoir des sous-bassins versants qui sont déterminés à l'échelle des stations hydrométriques, mais on a également des mailles pour lesquelles, les deux mailles-là, pour lesquelles le débit n'est pas connu. Et donc, toute la question sur l'estimation des débits pour ces mailles. Pour commencer, la discrétisation en sous-bassin jaugé permet de développer la version semi-distribuée du modèle présage. Donc, on va appliquer en fait le modèle global avec toutes les améliorations apportées au sous-bassin versant amont, en tenant compte de la propagation de l'écoulement en aval. On applique également le modèle global au bassin versant intermédiaire. Et en fait, le débit à l'exutoire va être la somme des sous-bassins amont, donc ils sont représentés ici en blanc, pour lesquels on applique le décalage temporel et le débit du bassin versant intermédiaire qui est représenté ici en vert. Et donc, la comparaison des erreurs moyennes absolues entre le modèle global qui est représenté en rouge et le modèle semi-distribué représenté en bleu montre une amélioration des performances, donc une baisse des erreurs, pour 75% des bassins versants, et surtout, cette amélioration est les plus marquée pour les erreurs les plus faibles. Donc, par la suite, on passe à cette discrétisation
en mailles géographiques régulières. Donc, comme je viens de l'expliquer, en fait, on va y avoir des mailles jaugées, donc pour lesquelles le débit est connu, et des mailles non jaugées, donc pour lesquelles le débit n'est pas connu. Et donc, il faut estimer les débits pour ces cas-là. Comment on va faire? On va chercher à valoriser au maximum l'information hydrométrique disponible. Donc, on va utiliser les données de jaugeage de la base de batch qui contient les campagnes de jaugeage qu'on a utilisées pour l'estimation des débits caractéristiques d'étiage. En fait, chaque point contient au moins 3 valeurs de débit. Et donc, on utilise ensemble, on va utiliser les données des stations hydrométriques plus les données de jaugeage qui sont développées à l'échelle locale pour estimer les débits dans les mailles non jaugées. Et donc, pour faire, il nous faut tout d'abord choisir un bassin donneur, donc à partir duquel on transfère l'information hydrométrique. Par la suite, il nous faut une méthode pour estimer les débits au bassin receveur ou non jaugé, donc à partir du bassin donneur et des points de jaugeage. Et pour finir, cette fois-ci, on va appliquer ou caler le modèle semi-distribué sur les débits estimés. Pour la sélection du bassin donneur, en fait, on a choisi 3 critères. Tout d'abord, la proximité géographique basée sur la distance. Le deuxième critère est la similarité hydrologique, c'est-à-dire que le bassin versant donneur et le bassin versant receveur doivent faire partie de la même zone homogène. Et pour en fait obtenir ces zones homogènes, on a choisi un critère de classification qui est basé sur les fréquences représentées dans la figure. En fait, chaque point présente ici une fréquence au dépassement moyenne et l'écart type de ces fréquences pour un jour. Donc, chaque point représente un jour. Et on constate que pour les fréquences les plus extrêmes, on a l'écart type les plus faibles. Et surtout, pour les fréquences les plus élevées, donc les situations d'étiage. Ce qui veut dire que lorsqu'on a une situation d'étiage dans un bassin versant, la situation est généralisée au bassin versant voisin, qui nous permet d'obtenir une régionalisation surfacique, donc à obtenir à partir des 6 zones homogènes, et une régionalisation linéaire sur la Meurthe et sur la Moselle. Et donc, le troisième critère, c'est qu'on va privilégier un bassin donneur qui se situe sur le même cours d'eau que le bassin receveur dans le cas idéal. Par la suite, le bassin donneur est sélectionné, donc il faut transférer l'information hydrométrique depuis le bassin donneur vers le bassin receveur. Et donc, la méthode que j'ai appliquée pour l'estimation des débits au bassin receveur ou les bassins non jaugés, c'est une méthode qui consiste en fait à reconstituer la courbe des débits classés pour le bassin receveur. On l'applique en 3 étapes. La première, c'est qu'on a le bassin donneur, il est déjà sélectionné. Donc, on va élaborer la courbe des débits classés du bassin versant donneur, mais il nous faut une valeur du débit à partir de laquelle on pourrait transférer l'information du bassin donneur. Dans la zone d'étude, on a une corrélation forte entre les précipitations moyennes annuelles et le débit médian. Et donc, pour un bassin receveur non jaugé, on a la précipitation annuelle moyenne et à partir de l'équation, on pourrait estimer la valeur médiane du débit. Cette valeur nous servira par la suite pour calculer le rapport entre les débits médians du bassin receveur et le débit médian du bassin donneur. Et ce rapport, on l'applique à la courbe des débits classés du bassin donneur pour obtenir celle du bassin receveur qui est ici représentée en jaune. Les parties les plus extrêmes de la courbe des débits classés sont les plus compliquées à estimer, mais puisque le but, c'est d'améliorer l'estimation des débits d'étiage, moi, je travaille sur la partie la plus basse de la courbe des débits classés. Et donc là, on va valoriser l'information hydrométrique qui est apportée par les différents points de jaugeage pour corriger en fait la partie la plus basse de la courbe de débit classée. Et donc ensuite, on obtient une courbe de débit classée corrigée avec les différentes données de jaugeage. Et avec au moins 3 à 4 valeurs, de débit, on arrive à bien corriger la courbe des débits classés.
Donc, la comparaison des méthodes d'estimation en utilisant la correction des jaugeages et sans utiliser cette correction montre pour le cas de la Moselle à Épinal en 2018 qu'on arrive à bien estimer les débits en utilisant la correction des jaugeages, donc la courbe qui est représentée ici en vert, par rapport à la courbe qui est estimée sans utiliser ces données de jaugeage. Et cette amélioration est généralisée à tous les bassins versants, donc aux 40 bassins versants de la zone d'étude. On a à peu près la même valeur médiane pour les deux estimations, sauf que la dispersion elle est réduite avec la correction des jaugeages. On a appliqué également la méthode à un deuxième échantillon de validation. Donc, ce sont des petits bassins versants dans des contextes variés, mais aussi de petite taille, donc de 22 à 147 km, à peu près l'échelle, la taille régulière qu'on a choisie pour nos mailles. Et on obtient en fait de bonnes estimations pour du non jaugé, comme les montrent les boîtes à moustaches pour les deux estimations. Et surtout, on augmente la valeur de 0,55 à 0,68 pour la valeur médiane. Et ainsi, en fait, l'estimation des débits avec la méthode développée est satisfaisante pour du non jaugé. Donc là, on pourrait appliquer, une fois la méthode d'estimation des débits est déterminée, on peut caler le modèle SD sur les différents débits estimés. Ce qu'il faut noter que pour les modélisations semi-distribuées, j'ai opté pour une régionalisation des débits et non pas une régionalisation des paramètres, comme ce qui est fait couramment pour des modèles semi-distribués. Donc, en calant le modèle semi-distribué sur les débits estimés, on a appliqué le modèle à le bassin versant de la Moselle à Custine, en fait d'une superficie de 6800 km². Et on obtient toujours le même type de discrétisation. Donc, on a des sous-bassins versants, jaugés ou non jaugés, et des bassins versants intermédiaires. Et pour les sous-bassins versants non jaugés, on a à peu près une quarantaine de bassins pour lesquels on a appliqué la méthode de régionalisation que je viens de vous présenter, avec des cas différents, donc des têtes bassins et des bassins médians. Et la figure aussi montre qu'on a un réseau dense des points de jaugeage pour le bassin versant de la Moselle à Custine. Et donc, la comparaison des résultats des performances entre le modèle global et le modèle semi-distribué montre en fait que le semi-distribué ne dégrade pas les performances. Même pour certains bassins versants, on a une amélioration des performances, comme le montre le Nash sur l'inverse du débit. Il faut noter que c'est un critère sévère pour l'évaluation des simulations des débits d'étiage. On constate que le modèle SD n'a pas de bonne performance pour les bassins versants influencés, donc la Meurthe à Lunéville et le Saint-Nom à Dombasle sur Meurthe. Et en fait, ces mauvaises performances peuvent être expliquées par le fait qu'un modèle semi-distribué, respecte une cohérence amont-aval. Et donc, on obtient, ainsi en développant ce modèle, on obtient avec le semi-distribué une information qui est fine spatialement. Pour conclure, la modification de la loi de vidange du réservoir de gravitaire améliore la simulation des débits d'étiage dans le modèle présage. La méthode de régionalisation développée repose sur l'estimation directe des débits à partir des stations hydrométriques et des données de jaugeage. Le modèle semi-distribué permet de valoriser l'information hydroclimatique disponible tout en tenant compte de l'information climatique spatialisée et également des débits estimés à partir de la méthode de régionalisation. Et à partir en fait de ce modèle, du calage de ce modèle semi-distribué, on obtient une base de données, des paramètres spécifiques à chaque maille géographique de 100 km². Et donc cette base de données de paramètres, on pourrait l'utiliser pour les prévisions, pour la gestion opérationnelle, pour l'estimation des débits caractéristiques. Pour les perspectives ou pour la suite de mes travaux de thèse, il y a tout d'abord un volet prévision. Donc, intégrer la nouvelle version globale
du modèle de présage dans la plateforme nationale Prémis, donc la plateforme qui contient 1000 bassins versants avec des contextes climatiques et hydrologiques variés. Et en faisant un premier test en mode de prévision entre la version globale, donc la version initiale avec la loi de vidange linéaire et la nouvelle version, donc le V2, qui est représenté ici en vert dans la figure, avec la loi de vidange non linéaire, on arrive à avoir de bonnes prévisions. Par la suite, pour les perspectives de recherche, on a deux volets. Tout d'abord, le volet régionalisation. Donc, comme le montre la carte sur les paramètres du modèle, on peut se demander jusqu'à quelle taille de bassin versant la méthode de régionalisation peut être applicable. Et aussi, on pourrait améliorer l'estimation de la courbe des débits classés pour les bassins non jaugés. En fait, on corrige que la partie la plus basse de la courbe des débits classés et on pourrait améliorer l'estimation par corriger toute la gamme des débits. Et un deuxième volet qui concerne le semi-distribué. Donc, tout d'abord, il faut prendre en compte les influences anthropiques dans le modèle. Ensuite, il faut essayer d'appliquer les modèles semi-distribués à large échelle dans les contextes opérationnels, même s'il y a une autre technicité de l'applicabilité de ces modèles. Et enfin, transposer le modèle semi-distribué à d'autres bassins versants. Par exemple, le bassin de la Meuse, par exemple le bassin de la Meuse, pour répondre en fait aux objectifs du projet Myriad, donc développer des modèles intégrés de régionalisation pour le bassin hydrographique Meuse et aussi dans le cadre du projet Cyprès. Ma présentation touche à sa fin. Je vous remercie de votre attention et je me tiens à votre disposition pour discuter de mes résultats.